Nous voilà, bonjour à toutes et à tous pour cette deuxième session formation compostage domestique proposée par l'agglomération de Cergy-Pontoise. Je suis Alain Legélou, maître composteur du bureau d'études Organéo. Nous sommes partenaires de l'agglomération sur l'opération compostage et avec moi Julie Chauvin de Bonjour. l'agglomération qui va donc faire une petite introduction. Bonjour, je ne sais pas si du coup les gens sont branchés là parce que moi je vois pour l'instant personne. Juste pour dire un petit mot, qu'on débute cette semaine européenne de la réduction des déchets avec une formation en lien avec Organéo qui est notre partenaire depuis des années sur les formations compostage et l'accompagnement à la mise en place de composteurs sur le territoire de l'agglomération. Et voilà, le compostage, on sait que c'est un levier très important et efficace pour réduire les déchets. Donc, c'est une opération pour nous importante. Donc, merci à Alan de nous accompagner sur ce projet. Et je te laisse la parole, Alan. Merci Julie pour cette présentation. Nous allons donc démarrer cette formation compostage qui va durer en tout à peu près 1 heure, à peu près 45 minutes de présentation et ensuite je répondrai à vos questions. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la page Facebook. Donc je réduis mes déchets de l'agglomération de Cergy-Pontoise. J'essaierai d'y répondre pendant la présentation et puis sinon je reviendrai dessus à la fin pour vous apporter toutes les précisions que vous attendez de cette formation. Voilà. Eh bien, écoutez, démarrons tout de suite donc cette formation compostage domestique. Tous au compost avec Cergy-Pontoise. Ça tombe bien, c'est la semaine européenne de réduction des déchets, comme le disait Julie, et il y a beaucoup d'événements qui sont organisés autour de la prévention, de la réduction des déchets. Le compost en fait partie. Mais pourquoi Eh bien, parce que dans nos poubelles, nous avons encore beaucoup de matière organique, beaucoup de déchets alimentaires qui peuvent être compostés. C'est un petit peu moins d'un tiers de nos poubelles qui sont constituées de déchets alimentaires. Et eh bien, ces déchets, c'est ceux qui nous compliquent un peu la vie de la poubelle puisque c'est lourd. Quand ça se décompose, ça sent pas très bon. Ça fait du jus qui coule partout quand on sort la poubelle. Donc, en retirant ces matières de la poubelle, nous allons nous simplifier la vie et nous allons participer à la réduction des déchets. À savoir quand même que le compostage, c'est aussi et surtout une technique qui permet d'obtenir du compost. Alors, je dis normalement parce que il y a encore beaucoup de personnes qui ont un composteur depuis longtemps, mais qui malheureusement n'en ont jamais rien sorti. On verra tout à l'heure pourquoi, et on va faire en sorte que tout ça ne vous arrive pas, évidemment. Alors, le compostage, donc, ça permet de réduire les déchets, ça permet d'obtenir du compost, mais comment ça fonctionne? Eh bien, c'est un processus naturel. On n'a rien inventé, on a imité la nature qui fait les choses très bien. Vous avez constaté peut-être en vous promenant dans les forêts de l'agglomération ou dans d'autres forêts que les feuilles mortes, les branches mortes, etc., qui tombent tous les ans, ne s'accumulent pas. Elles sont progressivement décomposées, transformées en humus. C'est cette terre très, très noire qui sent bon qu'on trouve sous les feuilles. Donc tous les ans, ça se transforme petit à petit grâce à l'action d'une multitude d'organismes vivants qui vont, de par leur activité, décomposer ces matières, se nourrir de ces matières qui tombent sur le sol et les transformer en humus ou en compost, c'est à peu près la même chose, grâce à de l'air et grâce à de l'humidité. C'est important, hein, j'y reviendrai tout à l'heure, mais les organismes qui font le compostage, qui participent au compostage, ils respirent et ils ont besoin d'eau. Donc le compostage, c'est naturel. Nous, on l'a un petit peu adapté par rapport à nos besoins parce que la nature a tout son temps, mais nous, les humains, on est pressés. On aime bien que ça évite. Et on s'est rendu compte qu'en entassant des matières, en faisant des tas ou en remplissant des composteurs, eh bien, ça accélère le processus.
Ça implique aussi du coup que il faut s'assurer que les organismes ont les bonnes conditions pour faire leur travail. Alors ces organismes, qui sont-ils justement? De qui parle-t-on? Eh bien, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a une bonne partie qu'on ne connaît pas bien ou pas du tout. Je vais vous en citer quelques-uns, juste pour vous donner un petit aperçu de la biodiversité que vous pouvez vous attendre à trouver dans votre composteur. Mais dites-vous qu'il y en a beaucoup plus que ceux que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, je vais commencer par les plus petits, ceux qui sont microscopiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les voir avec nos yeux, mais qui pourtant sont présents partout sur notre planète. Ce sont les bactéries. Les bactéries, vous voyez, c'est mignon, ça ressemble à des curlis. Il y en a dans l'eau, il y en a dans l'air, il y en a dans la terre, il y en a sur notre corps, il y en a dans notre corps. Ça nous aide à digérer ce qu'on a mangé ce midi, c'est bien pratique. Et l'immense majorité des bactéries présentes sur Terre sont utiles et indispensables à la vie. On en a besoin pour vivre. Et donc ces bactéries, eh bien dans le composteur, elles vont commencer le travail, commencer à décomposer les matières, et elles vont être rejointes assez vite par d'autres organismes que vous voyez ici à l'écran. Ce sont des champignons. Alors, c'est pas les champignons qu'on a l'habitude de voir, puisque ceux que nous on ramasse en forêt, c'est en fait la partie aérienne du champignon. C'est son organe reproducteur qui lui sert à balancer des spores un petit peu partout. Le vrai champignon, il est sous terre, il est en dessous, il est caché, et il est aussi presque invisible puisque il est sous la forme de petits filaments très très fins. On appelle ça du mycélium. Et bien ces filaments vont coloniser les matières et commencer à les décomposer également. On aura aussi des petits organismes tels que les nématodes, quasiment invisibles aussi. Les nématodes sont des vers microscopiques. Certains s'attaquent aux plantes, mais la grande majorité des nématodes sont des décomposeurs, c'est-à-dire qu'ils décomposent des matières mortes. Et ici, vous voyez un nématode donc, qui est en train d'essayer de grignoter une petite bactérie. Donc, encore une fois, des organismes microscopiques et puis des organismes aussi plus gros comme ce petit cloporte que vous voyez en haut à gauche de l'écran. Le cloporte, c'est un crustacé, alors il fait 1 à 2 cm de long. Un crustacé terrestre, un des rares crustacés terrestres. Il a 7 paires de pattes, il a une paire de branchies, et son boulot à lui, ça va être de découper, de grignoter les matières pour que d'autres organismes plus petits, comme cette colambole ici, qui fait en moyenne 1 mm de long, ou ces petits acariens en haut à droite, qui eux aussi font 1 mm, puissent à leur tour grignoter tout ça, le manger ou manger d'autres organismes. Le compost, c'est un vrai garde-manger pour plein de bestioles. Donc, certains vont manger des matières mortes, dont d'autres vont manger ceux qui mangent des matières mortes. Bref, il y a beaucoup de monde. On aura aussi des bestioles de la famille des myriapodes, c'est-à-dire ceux qui ont beaucoup de pattes, ceux qu'on appelle communément les mille pattes. On aura aussi peut-être des petits vers, pas des vers de terre. Le ver de terre, c'est celui qui laboure la terre du jardin. Il est assez long, il fait une dizaine de centimètres, il est rose clair. Ici, c'est les cousins des vers de terre, c'est des vers de compost. Ils sont plus petits et plus rouges, et leur boulot à eux, c'est de décomposer les matières organiques qui tombent sur le sol. Donc, s'il y en a dans votre jardin, ils vont trouver le chemin tout seul vers le composteur. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pourrez quand même faire du compost. Ne croyez pas ceux qui vous disent qu'il faut absolument des vers pour faire du compost, c'est faux. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'avoir tout le catalogue pour faire du compost, heureusement, sinon on aurait un peu de mal. Vous trouverez aussi peut-être des larves d'insectes dans votre composteur, puisque certains insectes vont venir casser la croûte ou se reproduire dans le composteur. Donc vous connaissez les larves de mouches qu'on appelle les asticots. Ce sont des petites larves qui font un demi-centimètre à 1 centimètre de long. Ici, vous avez une larve de coléoptère au milieu de l'écran, la larve blanche. Alors on l'appelle à tort le ver blanc, mais c'est pas du tout un ver, c'est une larve de coléoptères. Les coléoptères, c'est les insectes qui ont une espèce de carapace sur les ailes. Alors, c'est les scarabées, c'est les cétoines, ça peut être aussi les hannetons. Et malheureusement, on confond cette larve avec, on lui attribue souvent le fait que c'est une larve de hanneton, alors que
Pas du tout, puisque la larve de hanneton, elle vit dans la terre, là où se trouvent les racines des plantes. Si on a des larves de coléoptères dans le compost, eh bien, elles se nourrissent de matière morte. Voilà. Donc, une diversité importante de bestioles dans votre composteur et pas besoin d'ajouter quoi que ce soit, pas besoin d'aller acheter des poudres de perlimpinpin dans au magasin. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour que ça composte à la maison et je vais vous expliquer donc aujourd'hui comment utiliser vos matières pour faire en sorte que ça se passe bien. L'agglomération vous fournit un composteur en plastique recyclé. Ce composteur est très facile à monter et très facile à utiliser. Vous allez voir que ça se monte avec un système de tiges qui maintiennent ensemble les panneaux. Vous allez pouvoir là-dedans entasser des matières et ça prend pas beaucoup de place, hein, 1 mètre carré au sol. Vous allez y déposer vos matières. Cette accumulation de matière va faire que les organismes vont se multiplier et comme ils respirent tous, ils dégagent un petit peu de chaleur et donc tout ça va permettre une légère montée en température de votre compost. C'est tout à fait normal s'il y a un petit peu de vapeur d'eau qui s'en dégage en hiver. Le fait d'être dans une boîte fermée permet aussi de mieux maîtriser l'humidité et l'humidité, on l'a vu, elle est importante pour tous les organismes vivants qui décomposent. Comme cette boîte peut s'ouvrir facilement sur le côté, eh bien, ça va vous faciliter l'entretien et les manipulations dans votre composteur. On verra tout à l'heure qu'il y a quelques petites manipulations à faire de temps en temps. Et le fait que ça s'ouvre facilement, ça facilite ce travail. Vous pouvez espérer avoir du compost donc en une dizaine de mois dans ce composteur. Alors pour les personnes qui se sont inscrites et qui ont suivi cette formation, eh bien vous allez pouvoir bénéficier donc d'un composteur dans les semaines qui viennent de la part de l'agglomération. Et ce composteur, vous allez l'installer chez vous. Alors la grande question qui se pose, c'est où est-ce qu'on va installer ce composteur? Souvent, eh bien vous allez le mettre, j'imagine, dans votre jardin. Et je vais vous donner quelques petits conseils pour que l'installer, on va dire, de la meilleure des façons, pour que ça vous facilite son utilisation. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas planquer votre composteur tout au fond du jardin dans un endroit inaccessible, parce que sinon, vous allez avoir du mal à l'utiliser. Dans votre composteur, vous allez apporter régulièrement des restes alimentaires, des déchets de cuisine, et ça, vous allez le faire 1 à 2 fois par semaine. Vous allez aussi mettre des matières du jardin de temps en temps, et donc c'est quelque chose que vous allez utiliser souvent. Autant faire en sorte qu'il soit facilement accessible pour pouvoir y apporter des matières et l'entretenir facilement. Gardez de la place autour de votre composteur, comme sur la photo du haut. Ne le coincez pas dans un endroit inaccessible, sinon il va être envahi par la végétation, vous aurez du mal à y accéder et vous ne pourrez pas faire certaines manipulations. Donc gardez un peu de place autour. Et puis, mettez votre composteur sur un endroit bien plat pour éviter qu'il se déforme lorsqu'il va se remplir, parce qu'il va y avoir beaucoup de matière dedans et ça peut le déformer s'il n'est pas bien à plat. Évitez les sols qui sont un peu en cuvette en hiver pour que l'humidité ne s'accumule pas au pied de votre composteur. Il n'y a pas besoin de travailler le sol, il n'y a pas besoin de labourer, de bêcher ou de désherber. Vous posez simplement votre composteur et vous démarrez votre compost. Si vous avez quelques dalles, vous pouvez faire un petit carré de dalles au sol pour y déposer votre composteur. Ça va permettre de bien le stabiliser, ça va permettre d'éviter qu'il s'enfonce dans la terre humide et ça va vous faciliter la récolte du compost. Si vous n'avez pas de dalle, c'est pas grave, mais si vous en avez, vous pouvez tout à fait poser votre composteur dessus. J'en profite pour dire que le type de sol sur lequel on installe son composteur n'a aucune importance. Au soleil, à l'ombre, à l'est, à l'ouest, au nord ou au sud, ça change strictement rien en Île-de-France, donc vous le mettez où vous voulez, faites en sorte que ça soit pas trop loin de la maison pour y déposer facilement vos épluchures et dans un endroit facile d'accès puisque on va vers la saison froide, on va vers la saison humide, il fait froid, il fait nuit tôt, il pleut en hiver, donc autant se faciliter l'accès à son composteur si c'est possible. Pas trop loin du potager non plus si vous avez un potager puisqu'une partie de votre compost retournera sans doute dans le potager.
Alors, pour composter, il faut mélanger. Mélanger de deux façons. La première, c'est quoi? La première, c'est que quand j'apporte mes matières dans le composteur, je les dépose et je fais en sorte de bien les étaler sur toute la surface du composteur. Bien les étaler, ça veut dire que je répartis un peu mes matières dans la boîte pour ne pas laisser un gros paquet en plein milieu. Alors, pour étaler vos matières, ce qui marche bien, c'est une petite griffe comme ça coûte 2 ou 3 € en jardinerie. Vous pouvez l'accrocher avec une ficelle à votre composteur et comme ça, elle est toujours à disposition. Quand vous apportez vos matières, vous les étalez à l'intérieur. En les étalant avec la griffe, vous allez gratouiller un petit peu pour les incorporer. Ça prend 1 minute de faire ça, mais ça va grandement faciliter le boulot de vos ouvriers. Donc, je vous recommande vraiment de bien étaler vos matières, de ne pas laisser des gros paquets parce que c'est ça qui peut derrière engendrer quelques mauvaises odeurs. Répartissez bien vos matières et vous allez constater que au fil des mois, eh bien, très vite, ça se transforme, ça évolue, ça change de couleur et d'aspect. C'est très bien. Ça veut dire que les organismes décomposeurs sont au boulot. Le deuxième aspect du mélange, eh bien, ce sont les ingrédients. On va mélanger différents ingrédients dans le composteur. C'est un peu comme une recette de cuisine, hein. Il faut des ingrédients et il faut les bonnes proportions, sinon ça marche moins bien. Le composteur, dans le processus de compostage, c'est pareil. On a besoin de 2 ingrédients que l'on va mélanger à proportion égale dans le composteur. Alors, vous voyez, c'est une recette quand même relativement simple. Le premier ingrédient, c'est ce que j'appelle les matières vertes. Alors, c'est quoi? C'est notamment tous nos restes alimentaires. Alors, ils sont pas forcément verts, mais ils contiennent tous beaucoup d'eau. Nos épluchures, nos restes de fruits et légumes, c'est 80% d'eau en moyenne. Ce qui est vert aussi, c'est par exemple la tonte. Ce qui est vert aussi, c'est toutes les plantes qu'on arrache, qui étaient encore vivantes il n'y a pas longtemps. Donc tout ça, c'est de la matière humide. Ça va apporter l'humidité dont ont besoin nos fameux ouvriers pour travailler. Mais attention, trop d'humidité veut dire aussi beaucoup moins d'air. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser un deuxième ingrédient qui sont les matières brunes. Donc celles-là, c'est des matières qui sont déshydratées comme les feuilles mortes, les branchages, les brindilles, les copeaux de bois, le carton, la paille, le foin, etc. Tout ça, c'est des matières déshydratées, ça veut dire qu'elles ont perdu leur humidité. Je précise que les feuilles mortes mouillées par la pluie, ça reste du brun, ça reste de la matière brune. C'est pas grave si c'est mouillé, parce que l'important, c'est qu'à l'intérieur, il n'y a plus d'humidité. Ce sont ces 2 ingrédients qu'il va falloir mélanger dans votre composteur à volume équivalent. Qu'est-ce que ça veut dire volume équivalent? Ça veut dire que pour un volume d'épluchure, vous allez mettre un volume de feuilles mortes, par exemple. Ça tombe bien, c'est la saison des feuilles mortes. Il y en a plein qui tombent partout. Et je vous encourage vivement à stocker ces fameuses feuilles mortes parce que ce mélange, il faut le faire à chaque apport. À chaque fois que vous allez mettre des épluchures, il faut mettre des feuilles mortes, par exemple, ou des branchages, des brindilles. Bref, c'est une petite habitude à prendre, comme celle de trier ses épluchures. Au début, on se trompe un peu, on en met encore dans la poubelle parce qu'on a oublié qu'on faisait du compost. Et au bout d'1 ou 2 mois, on a pris l'habitude. Eh bien, cette histoire du mélange en ajoutant des feuilles mortes, des branchages et des brindilles, c'est aussi une habitude à prendre. Et une fois que vous l'aurez prise, eh bien, vous ne vous en rendrez même plus compte, ça sera automatique. Donc, pensez à stocker des feuilles mortes dès maintenant, puisque c'est maintenant qu'elles tombent. Elles vont tomber encore pendant 1 ou 2 mois, mais après, il n'y en aura plus. Et comme il y en a besoin toute l'année, puisqu'on apporte des épluchures toute l'année, il faut avoir une réserve de feuilles mortes à côté du composteur ou dans un coin du jardin. Là, vous pouvez faire votre tas de feuilles mortes dans un coin du jardin, sous la haie, derrière la haie, mettre des feuilles mortes dans des sacs à déchets verts de l'agglomération et mettre ça dans un coin. Vous faire un petit silo de grillage avec 3 piquets et un bout de grillage autour. Vous pouvez tasser des feuilles dedans et vous allez voir que vous en mettrez beaucoup. Il vous en faut combien? Il vous en faut un volume équivalent à celui de votre composteur, c'est-à-dire 400 litres. Si vous n'avez pas de feuilles chez vous, vous attendez que vos voisins ramassent leurs feuilles et les mettent dans des sacs et puis vous allez leur demander gentiment de ramasser leur sac de feuilles pour avoir votre réserve de matière brune. C'est vraiment important cette histoire de matière brune parce que c'est ça qui va permettre d'obtenir du compost. Ce ne sont pas les matières vertes qui donnent du compost,
contrairement à ce qu'on croit, puisque les matières vertes, c'est 80% d'eau. Et une fois que toute cette eau est partie, eh bien, il n'y a plus grand-chose à récupérer. Ce sont les matières brunes qui vont vous donner du compost à la sortie, puisqu'elles sont déshydratées, elles vont être mangées, elles vont être découpées, mais vous allez récupérer cette matière à la sortie. On dit que le vert, ça active le brun, et que le brun, ça structure le vert. Le vert, ça active, pourquoi? Parce que ce sont des matières que les bactéries et pas mal d'organismes apprécient, et donc ça va permettre d'accélérer le processus de compostage. Mais ce sont bien les matières brunes qui vont vous permettre de récupérer du compost à la fin. Alors justement, les personnes qui ont un composteur depuis longtemps et qui n'en sortent jamais rien, c'est bien souvent parce que elles mettent beaucoup trop de matière humide dedans. Elles mettent plein d'épluchures, plein de tonte. Et après quelques mois, au fond du composteur, elles ont une espèce de bouillie qui pue. C'est pas du compost, mais c'est ça qui fait souvent dire aux gens que le compostage, ça pue. Alors, quand ça pue, eh bien, ça veut dire que c'est mal fait. Ça veut dire qu'on n'a pas bien équilibré. On fait plus du compostage, on fait de la putréfaction. Ça manque d'oxygène, les ouvriers ne travaillent plus et les matières pourrissent. Elles se décomposent mal et ça sent mauvais. Donc, ne faites pas comme ceux qui croient que plus ça pue et plus ça marche. Ajoutez des matières brunes au fur et à mesure. N'en mettez pas trop non plus parce que sinon, vous faites juste un gros tas de brins. Et ça met très longtemps à se décomposer, mais c'est la raison pour laquelle on peut stocker ces feuilles mortes sans problème d'une année sur l'autre, parce qu'elles se décomposent lentement. Donc, pensez toujours bien à ce fameux mélange quand vous allez composter, et c'est ça qui va vous permettre d'obtenir du compost rapidement et simplement. Alors, on va regarder un petit peu en détail les matières qu'on peut composter. Dans notre composteur, j'ai fait 3 catégories. Que je vais vous présenter maintenant. Il y a pas mal d'idées reçues aussi sur tout ce qu'on peut composter ou pas. Et si on parle à 10 personnes différentes, eh bien, on va avoir sans doute 10 avis différents. Alors, je vais essayer de remettre tout ça à plat. Essayez d'oublier ce que vous avez entendu, les on-dit, les j'ai lu que. Moi, tout ce que je vous dis là, je l'ai testé et approuvé. Et c'est ce qu'on recommande à beaucoup de gens depuis de nombreuses années. Et ça fonctionne très bien. Donc, ce que vous allez pouvoir composter sans problème, ce sont toutes vos épluchures, tous vos restes de fruits et légumes, abîmés, pourris, français, exotiques, bio, pas bio. Tout ça se composte sans aucune exception. Ça veut donc dire que oui, on peut composter des pots d'agrumes, oui, on peut composter des épluchures de pommes de terre, oui, on peut composter de l'ail et des oignons, oui, on peut composter des pots de bananes, etc., etc. Tout ce que la nature fait pousser, elle sait très bien le décomposer, même si c'est un petit peu acide comme les pots d'agrumes. Mais il n'y a pas que les agrumes qui sont acides, les tomates le sont aussi. Tout ce que la nature fait pousser, même si on l'a traité avec des pesticides, ça se composte très bien. Ces molécules de pesticides seront pour la plupart détruites pendant le compostage. Et il y a beaucoup de fruits et de légumes qui sont bien plus traités que les agrumes. Et on ne dit pas qu'il ne faut pas les mettre parce qu'ils sont traités. Donc, n'ayez aucune crainte de ce côté-là. Tous vos restes de fruits et légumes, vous pouvez tout à fait les composter. Je vois que y a quelques commentaires sur la page Facebook. Nadia qui nous dit il faut plutôt 70-30. Alors 70 de quoi et 30 de quoi, c'est pas forcément facile à se rappeler. Moi, par question de simplicité, je vous recommande de faire moitié-moitié, moitié épluchure, moitié feuille morte. Vous n'aurez pas de souci. Et après, si vous constatez que c'est un petit peu sec ou un petit peu humide, on verra tout à l'heure qu'on peut rectifier. Mais partez sur du 50-50, c'est beaucoup plus simple à retenir. Le marc de café et les sachets de thé ou de tisane ou d'infusion, etc., on peut composter ça, bien évidemment. Le marc de café avec le filtre en papier. Par contre, pas les dosettes plastique et aluminium, ça marche pas. Et les sachets de thé et de tisane, attention aux sachets synthétiques. Les sachets synthétiques, c'est de la matière qui n'est pas biodégradable et vous le saurez si c'est synthétique ou pas, puisque une fois que vous l'avez fait tremper, si vous n'arrivez pas à déchirer votre sachet, c'est probablement du synthétique, donc ça, c'est pas la peine de le mettre. Les fleurs et les plantes fanées, on peut les composter également. On enlève la ficelle, on enlève l'élastique. Si c'est plus long que ça, on met un petit coup de couteau. On met un coup de sécateur, un coup de ciseau, un coup de ce que vous voulez. D'ailleurs, sur les restes de fruits et légumes, si c'est un peu long
comme les fans de poireaux ou de carottes, on coupe en 2 ou 3. Les trognons de choux, on coupe en 2 ou 3. Les fruits abîmés, on les coupe en 2 ou 3. Le fait de découper un petit peu va grandement faciliter la décomposition parce que les organismes auront plus de surface pour décomposer les matières. Les essuie-tout, les mouchoirs en papier, si vous n'avez pas essuyé de produits chimiques avec, vous pouvez les composter. Les boîtes d'œufs en carton, les cartons de pizza déchirés en petits morceaux, vous pouvez également les composter. L'encre qu'il y a dessus, c'est du colorant alimentaire puisque ce sont des emballages contact alimentaire. Aucun risque, c'est pas des produits chimiques. Par contre, la boîte de céréales, par contre, l'emballage des yaourts en carton, ça c'est très coloré, très glacé. Il vaut mieux éviter de le composter et plutôt le mettre dans le bac de tri. Enfin, les litières de rongeurs herbivores, les cochons d'Inde, les lapins nains, les hamsters, etc. Vous pouvez également composter ces litières avec les petites crottes. On ne va pas passer le week-end à trier les crottes. Et toutes ces matières que vous voyez ici en vert, eh bien tout ça, ce sont des matières d'origine végétale. Le végétal, c'est facile à composter, c'est simple, c'est rapide. N'hésitez pas à mettre des matières végétales dans votre composteur si vous débutez et ne mettre que des matières végétales d'ailleurs si vous débutez. Le reste, eh bien, le reste, en tout cas ce que je mets ici en orange. Attention, attention, pourquoi? Eh bien, parce que ces matières-là sont un peu plus compliquées à gérer que les matières végétales. Alors, je reviens rapidement, excusez-moi, sur les matières qui sont ici en vert. Oui, les essuie-tout, les mouchoirs en papier, les boîtes d'œufs en carton, les litières de rongeurs, c'est plutôt du brun. C'est plutôt du brun, mais on n'en a pas suffisamment à la maison pour équilibrer généralement les apports de matière humide. Donc, il faut quand même garder des feuilles mortes dans le jardin. Hein. Le brun que vous avez à la maison ne suffira pas. Les matières animales, quand ça se décompose, ça sent pas très bon. Ça attire des mouches, c'est plein d'asticots et ça génère vraiment des mauvaises odeurs quand ça se décompose si on ne sait pas les gérer correctement. Donc, si vous débutez le compostage, c'est pas la peine de vous compliquer la vie avec ces matières-là. Hein. Les restes de viande, de poisson, les croûtes de fromage, les produits laitiers, les restes de crustacés, évitez tout ça. Les restes de repas, c'est souvent mélangé avec des sauces, avec des matières grasses, etc. Si on en a beaucoup, d'ailleurs, c'est qu'on a peut-être cuisiné un peu trop. Donc, et le pain rassis, c'est pareil. Hein, si on en a beaucoup, c'est qu'on en a acheté un peu trop. Donc, réduisons le gaspillage alimentaire. Ça coûte cher à la planète et au porte-monnaie. Et puis, évitez ces matières-là dans le composteur parce que autant c'est pas les matières animales qui attirent les rongeurs, contrairement à ce qu'on entend. Les rongeurs sont plutôt des granivores. Ils préfèrent les graines, ils préfèrent le pain, un petit peu d'épluchure, pourquoi pas. Mais les matières animales qui se décomposent, ça les attire pas plus que nous. Hein. Donc évitez ces matières-là dans le composteur parce que ça n'a rien à y faire. Hein. Le pain rassis, c'est fait pour être mangé. On trouve plein de recettes aujourd'hui pour accommoder son pain rassis et réduire le gaspillage. N'hésitez pas à consulter la page Je réduis mes déchets à Cergy Pontoise et puis tous les sites web qui présentent aujourd'hui des astuces pour réduire le gaspillage. Alors, les coquilles d'œufs et les coquilles de fruits de mer, pourquoi sont-elles ici? Eh bien, parce que les coquilles d'œufs et de fruits de mer, c'est ni végétal ni animal, c'est du minéral. C'est du calcaire. Vous entendrez, ou vous avez entendu peut-être beaucoup de gens vous dire que il faut mettre des coquilles d'œufs dans le compost parce que ça apporte du calcium. Alors, j'aimerais bien qu'on me montre les analyses qui prouvent ça parce que la coquille d'œuf ou la coquille de fruits de mer ne seront pas décomposées par les organismes qu'on a vus tout à l'heure pour la simple et bonne raison qu'ils ne s'intéressent pas au minéral. Le minéral, ça se dissout avec beaucoup de temps. Il faut 5 à 10 ans pour une coquille d'œuf. Il faut 50 à 100 ans pour une coquille de fruits de mer. Vous aurez donc peut-être du calcium, mais j'espère que ça sera avant, que vous aurez récolté votre compost avant 5 à 10 ans. Donc, dans votre compost, il y aura simplement des petits morceaux de coquilles d'œuf. Il vaut mieux écraser ces coquilles d'œufs directement dans le jardin au pied des plantes, c'est beaucoup plus efficace. Il y en a qui essayent de mettre ça autour des salades pour ralentir les limaces. L'espoir fait vivre. En tout cas, dans votre composteur, ça servira pas à grand-chose. Enfin, les litières de chats et les excréments d'animaux carnivores comme les chats et les chiens ou les excréments humains, je vous conseille d'éviter si vous n'avez jamais fait de compost parce que ça sent pas très bon.
et ça peut contenir des pathogènes. Et puis aussi, est-ce que vous aurez vraiment envie de mettre du compost sur vos fraises et vos salades si vous avez mis dedans des crottes de chien, des crottes de chat, etc. C'est pas certain. Donc avant de composter quelque chose, demandez-vous si vous aurez envie d'utiliser le compost qui va être fait avec ça. Enfin, avec ces matières-là, on va faire très attention, on va même les éviter parce qu'elles vont vraiment vous compliquer la vie dans le composteur et qu'elles ne vont rien apporter de particulier. Le sac aspirateur, enfin le contenu du sac aspirateur, bah, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, c'est plein de poussière, c'est plein de cochonneries, c'est plein de cheveux, etc. C'est pas terrible à mettre dans le composteur, ça n'apporte pas grand-chose. Les cendres de cheminée, les cendres, c'est le résidu minéral de la combustion du bois, donc la matière organique, elle a brûlé. Il reste la partie minérale qui n'intéresse pas les micro-organismes. Et une couche de cendre dans votre composteur risque d'asphyxier une bonne partie des matières, d'empêcher l'air de circuler. Bref, ça complique la vie. La cendre, c'est plein de minéraux, c'est plein de potasse, c'est plein de phosphore. C'est très bien de l'utiliser directement dans votre jardin en saupoudrage. Ça va directement apporter des minéraux dans le sol. C'est beaucoup plus utile que dans le composteur. Les sacs compostables qu'on trouve aujourd'hui au rayon fruits et légumes à la place des sacs plastiques. Et en règle générale, toutes les matières compostables, tous les produits compostables, notamment la vaisselle compostable, il y en a de plus en plus aujourd'hui puisque les fabricants de produits à usage unique en plastique les ont remplacés par des produits à usage unique compostables. L'usage n'a pas changé, mais c'est la matière qui a changé, ce qui est un peu dommage. Bon, ces matières-là, elles peuvent éventuellement se composter sur des plateformes industrielles, où on a des processus de compostage qui sont bien gérés et qui sont très actifs. Il y a peu de chances que vous arriviez à les composter dans votre jardin. Vous risquez d'en retrouver à la sortie dans votre compost. C'est pas super joli, ça donne pas confiance. Donc je vous invite à ne pas les mettre dans votre composteur. Les sciures de bois traitées, c'est traité pour pas se décomposer, donc c'est pas la peine. Et puis évidemment tout ce qui est plastique, verre et métal, ça n'est pas biodégradable, donc à éviter également. Voilà pour les matières que nous avons à la maison. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on va pouvoir composter. L'idée n'est pas de faire des tonnes de compost. L'idée est de faire du compost que vous avez envie d'utiliser. Donc, mieux vaut sélectionner ce qu'on va mettre dedans. Et le reste, on essaye de l'éviter. On essaye de le réduire. Et puis, il y a toujours la poubelle pour les matières qu'on ne peut pas composter. Nous passons maintenant dans le jardin. Là, même chose, il y a des matières qu'on va pouvoir composter facilement. Donc, je vous les présente. Toutes les mauvaises herbes qui ne sont pas à graines, vous pouvez les composter. Alors, j'ai écrit mauvaises herbes exprès. Tout le monde comprend ce que c'est. C'est une plante qui pousse, on n'a pas envie qu'elle pousse. Et contrairement à l'idée reçue numéro 28, je crois, eh bien, les mauvaises herbes ne repoussent pas après avoir été compostées. Il n'y a aucune plante qui repousse après avoir été compostée. Et une mauvaise herbe, c'est une plante comme une autre, c'est juste que nous, on l'aime pas, mais elle est constituée de la même chose que les autres, et quand elle est décomposée, elle ne repousse plus. Par contre, ce qui repousse chez les plantes, ce sont les graines. Les graines sont faites pour résister à des conditions difficiles, et notamment des conditions de compostage, et donc certaines graines risquent de repousser une fois qu'on va utiliser le compost dans le jardin. Donc, attention, si vous mettez des mauvaises herbes dans votre composteur, faites en sorte qu'elles ne soient pas à graines. Pas à graines, ça veut dire que c'est avant la floraison, pendant la floraison, il n'y a pas de souci. Après la floraison, c'est là que les graines arrivent. Voilà. Vous allez pouvoir aussi y mettre vos résidus de potager, bien évidemment, tout ce qui est fané, tout ce que vous n'avez pas consommé, vous allez pouvoir le composter, même si ça porte des maladies, je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Et vous allez pouvoir mettre toutes les fleurs et les plantes du jardin que vous arrachez. Une petite règle, quand on arrache une plante, on secoue la terre et le terreau qu'il y a sur les racines pour ne pas en mettre dans le composteur parce que ça n'apporte rien du tout.
Si vous laissez de la terre ou du terreau autour des racines, eh bien, les racines ne seront pas décomposées par les organismes du compost parce que la terre et le terreau ne les intéressent pas. Donc, enlevez bien la terre, enlevez bien le terreau, découpez au sécateur. Si c'est un petit peu plus long que ça, hein, n'hésitez pas à fragmenter, ça ira beaucoup plus vite. Si vous avez beaucoup de matière à découper, vous pouvez prendre la bêche et puis découper comme ça les matières, ou si vous en avez un peu plus, vous faites un tas par terre, vous démarrez la tondeuse et vous broyez tout ça avec la tondeuse. La lame de la tondeuse, c'est extrêmement résistant, il suffit de l'affûter une fois par an et on peut broyer presque toutes les matières du jardin. Tout ce qui fait un diamètre inférieur à un petit doigt et qui est encore un peu souple, vous allez pouvoir le broyer à la tondeuse, en faire des petits morceaux, ce qui va évidemment réduire la quantité de matière que vous allez mettre dans les sacs ou apporter à la déchetterie. Et donc, toute cette matière va rester dans votre jardin. Je passe maintenant justement aux tailles et aux branchages, aux feuilles mortes. Eh bien, n'hésitez pas à broyer tout ça à la tondeuse. Quand vos feuilles mortes tombent sur le gazon, passez un coup de tondeuse, ça les réduit en petits morceaux. Quand vous allez tailler la haie, passez un coup de tondeuse sur les matières que vous avez taillées, ça les réduit en petits morceaux. Ça vous fait un stock de matière brune que vous allez pouvoir garder et pour faire votre mélange. Et ça vous fait également de la matière pour faire du paillage dans votre jardin. Je reviendrai tout à l'heure sur les avantages du paillage. Hein. C'est l'action qui consiste à recouvrir le sol avec différentes matières. Donc, on garde tous les produits de son jardin, en fait, pour nourrir le sol de son jardin. C'est gratuit et ça permet de faire du circuit court directement dans son jardin. On va éviter tout ce qui est terre, terreau et sable parce que ça, c'est de la matière en grande partie minérale qui n'intéresse pas les organismes vivants. Je sais qu'il y a quelques jardiniers qui aiment bien rajouter un peu de terre dans leur composteur, mais ça ne sert à rien puisque la terre, ça prend de la place dans le composteur, mais ça ne deviendra pas du compost. Laissons la terre où elle est, nous apporterons du compost dans la terre quand on en aura, et ça nourrira, ça améliorera la terre du jardin. Pas de terreau, pas de sable non plus, c'est la même chose. Et on évite les tontes de gazon. Pourquoi? Eh bien parce que la tonte a la fâcheuse tendance de se compacter très vite. Dès que vous mettez une épaisseur comme ça, ne serait-ce que 10 cm de tonte, et 10 cm de tonte dans le composteur, c'est juste une toute petite partie de ce qu'on va produire. Au bout de quelques jours, ça va vous faire une galette de tonte qui va se compacter et qui va asphyxier votre composteur. Vous n'arriverez jamais à composter toute la tonte de votre jardin, puisque une saison de tonte, entre le printemps et l'été, jusqu'au début de l'automne, c'est généralement entre 1 et plusieurs mètres cubes de tonte, et ça ne peut pas rentrer dans un composteur de 400 litres. Si vous essayez de composter la tonte, il va vous falloir beaucoup de matière brune. Or, les feuilles mortes, ça arrive après la tonte. Et donc, il vaut mieux utiliser sa tonte directement en paillage dès qu'on a tondu. On étale sa tonte sous la haie, entre les fleurs, entre les salades, sur les massifs et au potager, sur une petite couche fine de 2 doigts d'épaisseur. 15 jours après, ça a quasiment disparu et on peut donc en rajouter. Et de cette façon-là, c'est beaucoup plus simple à gérer que dans le composteur. Bien, voilà pour les matières donc que vous allez pouvoir composter chez vous. Vous voyez que c'est essentiellement des matières végétales. Et je reviens rapidement sur ce que je vous disais par rapport aux maladies. Eh bien oui, quand on fait du compostage correctement, avec un bon mélange, on peut se permettre d'y mettre des plantes malades parce que les maladies seront détruites grâce à ce processus de compostage. Vous avez déjà l'action de tous les organismes vivants qu'on a vu tout à l'heure, qui décomposent tout, y compris leurs congénères pathogènes qui se trouvent sur les plantes, puisqu'ils n'ont plus de support pour se développer. Et de toute façon, la montée en température de votre compost, hein, qui va chauffer peut-être à 45-50 degrés, quand il sera en bonne activité, eh bien, cette température-là va tuer tous les organismes pathogènes, tous les œufs et les larves d'insectes nuisibles. Donc, si vous voulez mettre des plantes malades, vous pouvez. Et si vous n'avez pas envie d'en mettre, eh ben, vous n'en mettez pas. C'est chez vous, vous faites comme vous voulez. Petit rappel des éléments importants pour récapituler un petit peu ce que nous avons vu jusqu'ici. Donc, le mélange, j'insiste vraiment là-dessus. Je rabâche, je sais, mais c'est le truc qu'il faut retenir.
pour pouvoir faire du compost dans de bonnes conditions. Donc, quand je mets quelque chose d'humide, il faut que je mette quelque chose de sec. Et inversement, quand je mets du sec, je mets de l'humide. Pensez à bien fragmenter ce que vous mettez dans le composteur pour que ça aille plus vite. Donc, soit à la cuisine, on découpe. Dans le jardin, on met un coup de tondeuse. Pas trop d'une seule matière à la fois. N'oubliez pas de bien répartir avec votre petit outil vos matières dans le composteur. Et puis, fermez le couvercle pour garder l'humidité à l'intérieur. C'est pas 3 gouttes de pluie qui vont mouiller un compost trop sec. On va voir après comment le rééquilibrer. Enfin, vous aurez quelques petits moucherons sans doute au printemps. Les moucherons apprécient beaucoup les matières qu'on met dans les composteurs. Donc, un petit peu de moucherons, c'est pas grave. Beaucoup de moucherons, ça veut sans doute dire que vous n'avez pas bien fait votre mélange, que vous avez laissé trop de matière humide en surface. C'est ça qui les attire. Donc là, il suffira de rééquilibrer, de manipuler un petit peu dans votre composteur et ça va corriger le problème. Alors, comment va-t-on entretenir justement son composteur au fil des mois? Eh bien, je vous donne encore une fois quelques conseils pour que ça se passe bien et puis aussi pour éviter que vous y fassiez tous vos week-ends. Donc, dans votre composteur, vous allez apporter des matières progressivement. D'ici quelques mois, ça sera dans un mois chez certains et dans 3 mois pour d'autres, vous aurez rempli à peu près un tiers du composteur. Un tiers, c'est 30 cm environ. Vous allez à ce moment-là ouvrir votre composteur sur le côté, parce que si vous regardez par l'ouverture du haut, vous ne verrez pas grand-chose. Donc, ouvrez votre composteur sur le côté et puis regardez ce qui se passe dans ces matières. Vérifiez d'abord l'humidité. Comment est-ce qu'on vérifie l'humidité? Avec ses mains. On met une paire de gants et on va chercher dans le composteur à 10 cm de profondeur un peu de matière. On serre ça dans la main assez fort et on regarde ce qui se passe. Si ça dégouline et que c'est tout visqueux, c'est sans doute trop humide. Si ça s'effrite quand vous ouvrez la main, c'est-à-dire que les matières ne tiennent pas entre elles, c'est un peu trop sec. Et si vous avez un petit boudin, eh bien, ça veut dire que vous avez une humidité qui est bonne. Vous pouvez faire ce test à différents endroits du composteur parce que ça peut être bien à un endroit et moins bien à un autre. Donc, quand on fait le test du point, le boudin, c'est bien. C'est pour s'en rappeler. Alors, si c'est trop humide, ça veut dire que ça manque sans doute d'air et il va falloir aérer tout ça, décompacter les matières. Donc, vous allez chercher un outil comme un croc, une fourche ou un râteau et vous remuez joyeusement toutes ces matières qui sont là. Il n'y a pas grand-chose à faire puisqu'il y a juste une petite partie du composteur qui est remplie. Vous décompactez et en même temps, vous rajoutez un peu de matière brune, des branchages broyés, des feuilles mortes, du foin, etc. Et c'est reparti. À l'inverse, si c'est trop sec, il va falloir rapporter de l'eau. Donc, on va mouiller avec l'arrosoir, avec le jet. En même temps, on va remuer pour s'assurer que tout est bien mouillé. Ou bien, pour pas gaspiller trop d'eau, vous rapportez un seau d'eau à côté du composteur. Vous prenez uniquement les matières qui sont sèches. Vous les faites tremper 5 minutes. Vous égouttez un peu. Vous les remettez dans le composteur. Et là, c'est pareil. Vous avez bien réhumidifié ce qu'il faut. Quelques mois plus tard, vous aurez rempli un peu plus votre composteur, et bien vous viendrez vous occuper uniquement de la partie supérieure, les 30 premiers centimètres en surface, puisque vous avez déjà fait ce qui est en dessous. Et vous referez les mêmes choses, test du point, un petit coup de fourche, ça fait pas de mal, même si ça vous paraît bien, n'hésitez pas à remuer. Ça ramène de l'air, ça réactive le processus, et ça ne dérange absolument pas les organismes du compost, comme peuvent le dire certains, qui ont surtout la flemme de s'en occuper. Et puis enfin, quelques mois plus tard, vous aurez quasiment rempli votre composteur et donc vous referez à nouveau cette manipulation sur la partie supérieure. Donc vous voyez, 3 à 4 fois par an, vous allez mettre le nez dans votre composteur, donner un petit coup de fourche, un petit coup d'outil pour aérer. Ça prend 10 minutes à chaque fois, c'est pas compliqué. Par contre, si on fait rien pendant 10 mois et qu'au bout de 10 mois, on se dit, tiens, au fait, est-ce que faudrait peut-être que je m'en occupe? Là, on risque d'avoir plein de mauvaises surprises à l'intérieur. Il va falloir tout sortir pour accéder à ce qui est au fond. Ça va en mettre partout. Ça va peut-être pas sentir très bon. Ça va faire beaucoup de travail. Et donc, c'est un peu décourageant. C'est pour ça que je vous invite à le faire régulièrement, de sorte que ça vous prenne pas beaucoup de temps et que ça soit pas trop lourd à gérer. N'oubliez pas que ce sont les organismes vivants qui font
pour travailler, à condition qu'ils aient tout ce qu'il faut, donc de l'air et de l'eau en bonne proportion pour faire leur boulot. Et ça, c'est à nous de leur apporter, c'est à nous de nous assurer, vu qu'on entasse des matières, eh bien, c'est à nous de nous assurer que ces conditions sont respectées. Alors, comment je sais que mon compost est mûr? Eh bien, mon compost mûr devrait normalement se trouver plutôt dans le bas du composteur, là où j'ai mis mes premières matières. Donc, je vais aller voir ça. Au bout d'une dizaine de mois, je peux ouvrir la partie basse de mon composteur et puis regarder ce qui se passe dans le fond. Si j'ai du compost mûr, eh bien, j'aurai quelque chose qui ressemble à ce que vous voyez à l'écran. Ça a bien changé de couleur. C'est devenu très foncé, très noir. Ça a changé d'odeur également. Ça sent un petit peu la terre de sous-bois avec grâce aux champignons. Hein, c'est le champignon qui donne cette odeur-là. Et puis, ça a une structure bien différente de ce qu'il y avait au départ, puisque je reconnais plus les matières. Ça ressemble un peu à du crumble. Ça sent bon. C'est tout noir. Ça ressemble à du crumble, avec évidemment quelques morceaux pas tout à fait décomposés, hein, comme les coques de noix, si j'en ai mis, les noyaux, des petits morceaux de bois, etc. Mais ça, c'est pas grave. L'important, c'est que la plupart des matières aient été décomposées. Et dans ce cas-là, c'est qu'il y a du compost. Ne vous fiez pas au fait qu'il y a encore des petites bêtes dedans ou pas. C'est pas du tout un indicateur fiable. Alors, s'il y a du compost, eh bien, on va le sortir du composteur. S'il n'y en a pas, eh ben, on va attendre un petit peu que le processus se termine. Parfois, il faut un peu plus de temps si jamais on s'est trompé avant. On perd quelques semaines, quelques mois, mais c'est pas grave. Ça finira par se transformer. Alors, pour récupérer le compost, deux solutions. La première, c'est j'ouvre mon composteur et puis j'essaye de gratter le compost qui est dans le fond sans enlever ce qui est au-dessus. Mais à un moment, bah, ça va quand même tomber et j'aurais pas pu tout récupérer. Donc ça, c'est pas très efficace. La deuxième technique, c'est d'enlever ce qui est au-dessus du cercle rouge que j'ai fait ici. Donc, on va enlever toutes les matières qui sont pas encore compostées. On va les mettre à côté. C'est pour ça qu'il faut un peu de place dans son composteur pour faire ça. Enfin, autour de son composteur plutôt pour faire ça. On va enlever les matières. On va les déposer à côté. Vous mettez une bâche ou un carton si vous voulez pas salir la pelouse. Et puis, une fois qu'on arrive au niveau du compost mûr, eh bien, on récupère tout ça et on le met dans sa brouette. Et on va pouvoir aller l'épandre dans le jardin. Les matières que j'avais déposées à côté, je vais les remettre ensuite dans le composteur en les rééquilibrant si j'estime que c'est nécessaire parce qu'elles sont un peu trop humides ou elles sont un peu trop sèches. Donc, comme on a vu tout à l'heure, on les rééquilibre et on les remet dans la boîte. On referme le composteur et c'est reparti pour un tour. Ces matières-là sont bien équilibrées, donc elles vont composter tout de suite. Cette opération, vous allez la faire une fois par an. Ça va vous prendre à peu près 45 minutes à tout casser. Et si vous n'avez pas le courage de faire ça tout seul, eh bien, vous appelez un ami et vous lui filez un petit peu de compost en échange pour le remercier. Ça l'incitera peut-être à aller chercher un composteur également auprès de l'agglomération. Alors, ce compost, comme je le disais, on va le mettre dans le jardin. Je précise que le compost, c'est pas un engrais, donc ça nourrit pas les plantes. C'est pas la peine de mettre tout le compost sur la même plante. Elle va pas trop aimer ça. Donc, étalez votre compost dans tout le jardin sur une petite épaisseur, 2 doigts, ça suffit, au potager, sur vos massifs de fleurs, sous la haie. Vous pouvez en mettre partout, en l'étalant bien. Et ce compost, eh bien, il va nourrir votre sol. Il va apporter de la matière organique dans le sol. Et cette matière organique, en continuant sa décomposition, elle va nourrir le sol et les plantes. Le compost va aussi structurer votre sol, c'est-à-dire qu'il va le décompacter s'il est trop lourd, ou il va le structurer s'il est un peu trop léger. Et donc, le compost n'a que des intérêts, évidemment, pour le sol du jardin. Le compost n'est pas un engrais, donc il ne nourrit pas les plantes. C'est pour ça qu'on va aussi l'étaler à la surface du sol et on ne va pas le mettre directement au niveau des racines des plantes. Donc, on n'enfouit pas son compost. La nature n'enfouit pas quand elle décompose les matières à la surface du sol. Elle ne bêche pas. Dans votre jardin, étalez votre compost à la surface, gratouillez si vous voulez avec une griffe ou une binette, mais surtout n'enfouissez pas votre compost, c'est totalement contre-productif. Ça risque d'asphyxier toute la vie du compost qui se trouve encore dedans, et puis surtout vous allez mettre le compost en profondeur sous les racines des plantes. Or, les éléments nutritifs qui vont être dégagés par le compost, ils vont descendre, ils montent pas, ça descend, et donc les plantes n'en profiteront pas. Donc, vous étalez votre compost à la surface et même quand vous plantez quelque chose, vous faites pareil. Vous plantez votre plante, vous bouchez votre trou, vous mettez du compost autour du pied.
En plus du compostage, je vous invite vivement à faire ce qu'on appelle du paillage. Pourquoi? Eh bien parce que le paillage va permettre de réutiliser une grande partie des matières du jardin. Une grande partie des matières du jardin qui ne peuvent pas être compostées parce que ça ne rentre pas dans la boîte. Or, ces matières du jardin, comme la tonte, comme les feuilles mortes, comme les tailles de haies qu'on aura broyées, comme les résidus de désherbage, etc., eh bien, on peut tout à fait les réutiliser directement sur le sol. Donc, n'hésitez pas à utiliser votre tonte en paillage, vos feuilles mortes quand vous en avez beaucoup également, à laisser d'ailleurs les feuilles qui tombent maintenant sur les massifs et au potager en place parce qu'elles sont très bien là, ça protège le sol, ramasser celles qui tombent sur le gazon pour en faire du compost ou pour en faire du paillage ailleurs, mais gardez vraiment vos matières du jardin parce que tout ça a poussé dans votre jardin, ça a pompé dans le sol de votre jardin pour pousser, et si on ne remet rien parce qu'on emmène tout à la déchetterie ou qu'on met tout dans des sacs, eh bien le sol s'épuise. Donc le paillage a beaucoup d'avantages, ça protège contre l'érosion, ça évite qu'il y ait des trucs qui poussent si on ne veut pas que ça pousse, ça retient l'eau, ça limite l'évaporation, ça nourrit le sol du jardin en se décomposant. Et donc, un sol qui est régulièrement nourri avec du compost et avec du paillage, eh bien, va nous demander beaucoup moins de travail. On dit qu'un binage, ça vaut 2 ou 3 arrosages. Un paillage en période de canicule, ça vaut une dizaine d'arrosages. Donc, n'hésitez pas, gardez vos matières dans le jardin. Ça va vous simplifier la vie et ça va vous permettre d'avoir un sol en bonne santé qui va faire pousser les plantes. Voilà, j'ai terminé cette présentation. Merci à toutes et à tous pour votre attention. J'espère que tout s'est bien passé pendant cette petite formation donc proposée par l'agglomération, qui reste à votre disposition d'ailleurs pour si jamais vous avez besoin de conseils par la suite. Eh bien, le service déchets de l'agglomération dispose de personnes qui sont formées au compostage pour vous accompagner. Vous avez également le groupe Facebook Je réduis mes déchets à Cergy-Pontoise qui publie régulièrement des astuces sur le compostage. Et puis, vous avez également une application qui s'appelle Compost Challenge, un petit jeu vidéo pédagogique pour apprendre à trier ses déchets et à composter, personnalisé pour l'agglomération de Cergy-Pontoise, et où vous retrouverez toutes les astuces compost que je vous ai données aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses et je vais répondre maintenant à toutes vos questions. Je redonne la parole aussi à Julie si elle souhaite apporter quelques précisions peut-être, si elle est encore avec nous. Et oui, j'en profite. Eh bien voilà, Julie, je te laisse la parole. Oui, pardon, je passais d'un outil à un autre du Facebook et du lien. Merci beaucoup, Alan. Juste, je voulais rappeler aux personnes qui se sont inscrites sur le formulaire et qui ont déjà réservé leur composteur de nous renvoyer les réponses au petit questionnaire qu'on avait mis dans l'invitation avec le lien pour qu'on puisse organiser les livraisons à domicile. Sachant qu'on ne prendra pas contact avec vous en amont pour prendre des rendez-vous et on le livrera en pas de porte pour respecter aussi les conditions sanitaires actuelles. On en est évidemment désolé, mais je crois que on a tous hâte que tout ça se termine et se fasse de visu et en vrai. Mais aujourd'hui, on essaye de maintenir quand même certaines choses. Et puis, je vous invite aussi à jeter un œil sur la page toujours, je réduis mes déchets sur cette semaine parce qu'il va y avoir plusieurs choses qui vont être mises en ligne, de nouveau à défaut de faire en vrai, avec des astuces et des tutos sur le zéro déchet de manière générale. Voilà. Et puis aussi une dernière petite information. Là aujourd'hui, c'était une formation spécialement dédiée aux composteurs individuels. Mais on est aussi sur l'agglomération et aussi avec Alan en partenaire sur le déploiement du compostage collectif qui est de plus en plus présent aujourd'hui sur notre territoire. Et samedi prochain est prévu, alors on n'appellera pas ça formation, mais un atelier
compostage collectif pour dédié principalement aux référents de sites sites de composteurs collectifs. Donc, s'il y en a parmi vous, sachez que samedi prochain, il y a un autre atelier qui reprendra certainement certaines choses d'aujourd'hui, mais pas que, parce que ça se gère un peu différemment. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci en tout cas à tout le monde et merci encore à Alan. Et puis bonne semaine de réduction des déchets, si tant est qu'on arrive à le vivre correctement. Oui, merci Julie. Bah oui, effectivement, c'est dommage de devoir annuler tous les événements pendant cette semaine parce qu'il y a souvent beaucoup de choses. Mais on commence à être habitué à la dématérialisation, comme on dit. Un mot un peu compliqué à dire d'ailleurs. Alors, je réponds à quelques questions qui sont arrivées dans les commentaires. Donc, une question sur les poules. Est-ce que les poules changent les pratiques de compostage? Alors, effectivement, les poules, on va leur donner à manger une partie de nos restes alimentaires et c'est souvent ce qu'on ne met pas dans le composteur. Elles apprécient justement tous les restes animaux, les coquilles d'œufs, les restes de repas, le pain rassis, etc. Donc, oui, les poules sont complémentaires du composteur. Et on va avoir un peu de fumier avec les poules qu'on va pouvoir composter également ou utiliser en paillage. Les coques, alors les fruits à coque, on me demandait si c'était plutôt du brun ou du vert. Bon, c'est effectivement plutôt du brun parce que c'est déshydraté, mais ça va demander sans doute plusieurs cycles de compostage parce que c'est très dur, très compact et ça va avoir du mal à s'humidifier, donc les organismes vont avoir du mal à le décomposer. Les fruits, les coques de noix, de noisettes, les gros noyaux, vous allez les retrouver sans doute au bout d'une dizaine de mois. Une question aussi sur comment se débarrasser des rongeurs qui squattent dans mon composteur. Alors, le rongeur s'installe dans un composteur. Pourquoi? Parce que il y a le gîte, il y a le couvert, et puis il y a parfois le chauffage quand ça chauffe un petit peu. Donc, c'est vraiment pourquoi s'en priver, hein, comme dirait l'autre. Pour évacuer un rongeur, pour le faire sortir, on va lui signaler notre présence quand on arrive au composteur en donnant quelques petits, en faisant un petit toc-toc sur la boîte pour lui annoncer qu'on est là. Et ce qu'il va falloir faire, c'est mélanger, brasser le composteur pour détruire ses galeries et lui signifier qu'il n'a rien à faire là. Il existe des grilles anti-rongeurs, etc., mais c'est jamais très efficace longtemps. Ça ne fait que repousser le problème. La vraie solution pour se débarrasser des rongeurs, c'est de les déranger régulièrement, de brasser le composteur pour lui signifier qu'il n'a rien à faire là. Une question aussi sur les composteurs, est-ce qu'ils sont en bois ou en plastique? Ça a été indiqué au départ, ce sont des composteurs en plastique, qui sont fournis aux habitants, de très bonne qualité. Ça fait partie des modèles qu'on recommande, nous, parce qu'ils sont faciles à monter et très faciles à utiliser. Voilà, je regarde si il y a d'autres questions qui sont arrivées. Merci à tous pour vos retours positifs. Une question sur le bokashi ou le lombricompostage pour les personnes qui habitent en immeuble, visiblement. Alors, qu'est-ce que je pense du lombricompostage et du bokashi? Eh ben, écoutez, je pense que ce sont des techniques complémentaires au compostage pour les personnes qui ne peuvent pas composter en immeuble, hein, même si Julie a bien expliqué que l'agglomération accompagne également l'habitat collectif dans les opérations de compostage. Il faut pour ça se rapprocher du service déchets de l'agglomération. Le lombricompostage, donc c'est une technique de compostage en appartement. Il faut pour ça accepter d'avoir 1500, 2000 petits verres de compost dans son appartement, dans une petite boîte. Et il faut gérer, j'ai envie de dire, avec attention ce système-là, parce que c'est un petit système avec beaucoup de verres dedans. Donc, ça demande une formation initiale pour éviter les nuisances, pour éviter les problèmes, parce que c'est à l'intérieur, donc c'est quand même un petit peu plus touchy que le compostage de jardin. Et le bokashi, c'est une technique de fermentation, c'est de la lactofermentation. C'est un peu, si on voulait comparer ça, on pourrait dire que c'est de la choucroute, en fait, où on va mettre des déchets dans un petit seau,
avec une espèce de poudre ensemencée en bactéries. Pour déclencher une lactofermentation, on va bien tasser pour évacuer l'air. Ceci étant, avec le bokashi, il reste quelque chose à la sortie qui n'est pas du compost et qu'il faut épandre sur la terre ou mettre dans un composteur pour finir le processus de transformation. Voilà. Donc, ça peut être des techniques qui sont utilisées par des personnes qui n'auraient pas accès au compostage. Mais à ma connaissance, ça n'est pas, ce matériel n'est pas fourni par l'agglo pour l'instant. Annick de Saint-Ouen-l'Aumône nous demande quelles sont les dimensions du composteur. Alors, ça fait à peu près 1 mètre carré au sol sur 70 cm de haut. Ce sont des composteurs de 400 litres. Antoine nous demande si on doit laver le composteur de temps en temps. Non, pas du tout. Pas besoin de laver le composteur. Vous déposez les matières dedans et puis vous les sortez quand c'est mûr, mais il n'y a pas besoin de nettoyer son composteur. Aucun entretien nécessaire. Voilà, je pense avoir répondu à toutes les questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à reposer votre question dans les commentaires parce que je ne l'ai peut-être pas vu passer, même si j'ai essayé de regarder. Nadia nous dit qu'elle fait du compostage de surface. Oui, ça marche aussi quand on n'a pas la place à faire à installer un composteur. On peut effectivement étaler ses épluchures en surface, les recouvrir de feuilles sur une petite bande et ça permet de recycler ces déchets également. Julie, veux-tu rajouter un petit mot ? Oui, je voulais juste rajouter, qui répondra peut-être à certaines questions. De toute façon, on vous renverra la présentation et dans ce mail aussi, on vous a concocté une vidéo pour le montage du composteur que vous allez recevoir. Donc, dans ce lien-là, dans ce mail-là, on vous mettra le lien aussi sur une petite vidéo du montage. De toute façon, quand on livre le composteur, il y a également le plan de montage avec les dimensions évidemment et puis toutes les étapes. Ça répondait, je crois, à 1 ou 2 questions. Et en ce qui concerne toutes les questions que vous avez posées, il faut savoir qu'il y a eu aussi une formation ce matin avec également des questions et des réponses. On va peut-être faire un peu une synthèse de toutes ces questions et dans ce mail-là, on en profitera pour synthétiser les questions qui avaient été posées avec les réponses que Alan avait transmises pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Voilà, c'était juste ça que je voulais préciser, qu'on allait revenir vers vous aussi pour vous faire un peu un retour de ces 2 formations d'aujourd'hui. Et voilà. Je crois que j'ai regardé un petit peu, il ne me semble pas qu'il y ait eu d'autres questions que celles que tu as soulevées. Ok, écoutez, parfait. Merci Julie pour toutes ces précisions. Merci à toutes et à tous pour ces échanges. Bravo encore une fois de vous lancer dans le compostage et puis on vous souhaite évidemment un très bon compost et l'agglomération reste à votre disposition pour vous aider dans vos pratiques. Voilà, un bon week-end à tout le monde. Merci Alan, bon week-end. Et à bientôt. Et bon week-end à tous. Au revoir. Au revoir.